Bienvenue sur le narratif. En ce jour du 31 octobre 2022, Halloween, nous allons remonter dans le passé, faire le tour de ce phénomène désigné comme la satanique panique qui a pris racine dans les années 80. Le passé, le présent, le futur, n'est-ce pas une seule et même chose, un seul et même plan? Je ne sais pas. Tout au long des années 80 et 90, un phénomène balayait l'Amérique du Nord et le Royaume-Uni. Il y avait cette croyance, cette idée que des cultes sataniques étaient propagés par certains films et certains types de musique qui émettaient une sorte d'énergie maléfique. Selon les rumeurs de l'époque, les membres de cultes sataniques souterrains torturaient et terrorisaient des enfants, impliquant des dizaines d'auteurs qui auraient commis les crimes les plus odieux imaginables contre des centaines, puis des milliers de petits innocents. Un nouveau terme est alors inventé pour décrire cette épidémie, le terme d'abus rituels sataniques. Des meurtres et des sacrifices d'animaux, des invocations démoniaques, les allégations étaient horribles, grotesques, mais la vérité était encore plus troublante. Des dizaines d'enquêtes, et pourtant aucune preuve concluante jamais mise à jour de ces crimes, un manque d'évidence qui n'a toutefois pas empêché des procès et des condamnations, puisque des gens sont allés en prison, certains même pour des décennies. C'était un monde bouleversé, le résultat d'une sorte de panique de masse qui a inclus des rouages tels que la police, bien obligée d'enquêter sur ces terribles histoires, des psychologues, des travailleurs sociaux, les journalistes. Une véritable machine s'était mise en place. La peur avait convoqué un nouveau type de vérité, une vérité qui n'avait pas besoin de preuves, alimentée par une croyance inébranlable, née de la sidération et du positionnement du bien contre le mal. Un vrai retour au Moyen-Âge à l'ère du magnétoscope VHS. Et cela rendu très réel pour toutes les personnes impliquées, bien évidemment, y compris ceux qui ne faisaient que regarder de loin. C'est à cette époque qu'est apparu le concept de Repressed Memories, les mémoires réprimées, un concept aujourd'hui rejeté par une majorité des psychologues, mais qui n'a pas disparu pour autant, puisqu'on peut le retrouver brandi dans des affaires très actuelles. L'un des fers de lance du concept des Repressed Memories était le psychiatre canadien Lawrence Pasder, avec son best-seller Michelle's Remembers. Son livre, paru en 1980, est en quelque sorte devenu le cookbook de la satanique panique, offrant des templates toutes prêtes pour la suite de la psychose collective. Il regroupe les souvenirs et l'histoire vraie, entre guillemets, de l'une de ses patientes, Michelle Smith. Selon Lawrence Pasder, il aurait aidé Michelle à recouvrir ses Repressed Memories des abus sataniques de son enfance grâce à ses techniques, notamment des techniques d'hypnose. Ce livre place également le décor du complot satanique, de l'infiltration de toutes les strates de la société par les adorateurs du démon, et justifie le manque de preuves par l'idée que les enfants, la plupart du temps, seraient tués et mangés lors des rituels et ne seraient donc jamais retrouvés. Il propage également la paranoïa avec l'idée que tout en chacun, votre voisin, le postier, le maire et surtout la nounou et les enseignants à qui vous confiez vos enfants en toute confiance pouvaient potentiellement être de dangereux satanistes infiltrés. Ce livre était même brandi comme la Bible lors de certains procès par les avocats de l'accusation, lors de cette vague de psychose, dans un contexte d'accusation aussi monstrueuse. La volonté de protection des enfants est un ressort puissant, pouvant justifier même l'injustice et le lynchage, puisqu'il n'y a rien de pire que de toucher aux enfants. Cette épidémie de psychose passée, Lawrence Pasder a tenu à se détacher du concept de Repressed Memories, devenu gênant pour sa carrière. Quant aux théories du complot développées dans son ouvrage, elles sont passées depuis dans l'imaginaire collectif. Alors dans quel contexte la satanique panique s'est-elle développée ? Premièrement, le cinéma, et le film le plus souvent lié à la panique satanique était le film de William Friedkin, tiré de son propre roman L'Exorciste, sorti en 1973. Peu de temps après sa sortie en salle, il y avait ces histoires de personnes hystériques, évanouies et vomissant à l'intensité du film. En plus de L'Exorciste, de nombreux autres films d'horreur sont sortis ces années-là. Amityville, The Omen,
Rosemary's Baby, Poltergeist, la sortie à la télévision en 1983 de L'Exorciste, les meurtres de Charles Manson avaient terrifié la nation. Ajoutez à cela que les gens étaient cyniques à propos du gouvernement après des scandales comme celui du Watergate. Et puis à cette époque, il y a la crise du gaz qui exerce une pression financière sur beaucoup de gens. L'Amérique était en pleine récession. L'inflation et le chômage étaient tous les deux élevés, et les effets de la guerre du Vietnam se faisaient sentir. Et puis la contre-culture remettait en cause les conceptions traditionnelles de la moralité depuis plusieurs années déjà. La culture de la drogue soulevait des hauts le cœur chez les Américains qui n'y adhéraient pas, et les magnétoscopes VHS étaient maintenant disponibles. Et il y avait le danger des étrangers qui était également médiatisé parce que les enlèvements et les meurtres d'enfants étaient en augmentation. J'imagine qu'on accusait les Mexicains. Et les rumeurs que les membres d'une secte satanique avaient infiltré divers niveaux des écoles et des garderies, des forces de police gouvernementales, avec pour mission de promouvoir le mal et de contaminer une génération avec l'immoralité. Tous ces facteurs ensemble ont conduit à la paranoïa et à la désillusion au moment même où des groupes chrétiens évangéliques devenaient politiquement puissants, comme le prédicateur télévisuel Billy Graham ou la majorité morale de Jerry Falwell. En mai 1985, la Satanic Panic est stimulée par une émission d'ABC intitulée « Les adorateurs du diable ». Le sujet était bien présent, nous sommes aux États-Unis, la patrie du bon Dieu, et l'émission présentait des histoires d'enlèvement présumés, de meurtres et de sacrifices rituels. Cette épidémie fictive permettait à beaucoup de choses inconscientes de faire surface, d'exprimer des préjugés cachés, comme par exemple envers les élites intouchables également. On peut voir là les prémices des théories en vogue chez QAnon, le complot pédosataniste, le Pizzagate, les élites vouant un culte aux forces de l'enfer. Alors que la panique satanique commençait vraiment à s'installer, à prendre de l'ampleur, les médias ont évidemment adhéré à ce non-sens, créant une boucle de rétroaction, inspirant des réactions intenses. Même les professionnels de la santé mentale ont aggravé les choses. Les psychothérapeutes, les travailleurs sociaux et les psychologues ont décidé d'essayer, dans leur majorité, de trouver la source du mal. C'est ainsi que les psychothérapeutes ont été rejoints par des journalistes, des sociologues et les forces de l'ordre dans leur mission de fabriquer des victimes de crimes inexistants. Des conférences de thérapeutes sur le sujet étaient organisées, prises d'assaut par les parents inquiets et leurs enfants, donnant dans le même temps les détails et les clés du narratif, contribuant donc à le propager. Il y avait un sentiment d'urgence, la volonté d'appréhender les monstres rapidement, d'éviter que le problème devienne si grand qu'il puisse détruire le monde. Les professionnels de la santé mentale ont dirigé leur campagne en se concentrant sur ce qu'ils appelaient les repressed memories, ce concept qui n'est soutenu par aucune science. L'idée derrière un souvenir refoulé était que si un enfant ne se souvient de rien à propos d'un événement, le clinicien mettait en œuvre des tactiques pour aider l'enfant à retrouver les souvenirs manquants, par des techniques d'hypnose ou en posant un certain nombre de questions suggestives. Au défi de toute logique et de toute méthode, le clinicien en viendrait à penser que l'enfant est en train de reconstruire la mémoire alors qu'en réalité, il a fourni le récit à l'enfant. En tout cas, des éléments du récit. Les souvenirs des enfants sont sujets à la fantaisie, l'environnement social, les influences culturelles et les suggestions. Les professionnels de la santé mentale auraient dû le savoir, l'information à l'époque était d'ailleurs déjà bien établie. En 1983, l'école McMartin en Californie était le centre d'un certain nombre de fausses accusations et tous les enfants étaient entendus par des professionnels de la santé afin de détecter s'ils avaient pu être agressés. En 1984, 360 enfants prétendaient avoir été victimes de crimes à la garderie sans qu'aucun d'entre eux ne l'ait signalé lors de l'entretien initial. La technique visant à recouvrir les repressed memories, les souvenirs refoulés, était devenue une usine à fabriquer de faux témoins. Les psychothérapeutes, utilisant la technique de la mémoire réprimée et l'ambiance générale, ont eu pour effet de susciter de fausses accusations à un rythme étonnant et à désigner plusieurs membres du personnel enseignant comme le réceptacle de centaines d'accusations criminelles, les livrant à la vindicte de parents terrifiés et transformés en chasseurs de sorcières. Un certain nombre d'éléments fantaisistes, comme par exemple quand les enfants ont dit avoir vu des professeurs et des membres du personnel du collège voler dans les airs, auraient certainement dû être un indice que quelque chose n'allait pas.
Des profs qui volent, des histoires de voyages, de montgolfières, de tunnels secrets sous les écoles, de camarades de classe jetés dans les toilettes et se retrouvant dans les pièces cachées. Même Chuck Norris était cité dans les témoignages d'enfants comme l'un de leurs abuseurs qui se cachait dans les parties secrètes du collège. Sans qu'aucun adulte ne se pose de questions ou n'ose exprimer publiquement ses doutes dans un contexte aussi tendu, craignant de passer pour un monstre. À l'époque, bien sûr, pas de hashtag. Néanmoins, le mantra « Believe all the children » était sur toutes les lèvres. C'est à la même période qu'est apparue la rumeur, dont l'écrivain créateur de Hellraiser, Clive Barker, a fait une nouvelle, que la ligne du métro du Queens à New York menait certaines de ses rames directement dans l'antre de créatures démoniaques pour les nourrir comme un train d'abattoir. Les procureurs ont poursuivi de nombreux innocents, dont certains ont passé des années en prison. Finalement, il a été découvert que Judy Johnson, l'une des mères les plus impliquées dans les dénonciations du personnel éducatif du collège McMartin, souffrait de schizophrénie et que ces accusations nourrissaient ses constructions mentales délirantes. En 1986, vers le début du premier procès, Judy Johnson est décédée des complications de la consommation d'alcool et toutes les accusations ont été abandonnées contre ceux qu'elle désignait comme des tortionnaires sataniques. L'État a dépensé plus de 15 millions de dollars dans ces manœuvres qui ont été les poursuites pénales les plus chères de l'histoire américaine. Il est intéressant de noter que les voix des professionnels de la santé mentale sceptiques ont été noyées par le sensationnalisme des accusations. La panique satanique a touché de nombreuses personnes à travers les États-Unis et le Royaume-Uni, puis a fini par s'éteindre au milieu des années 90. La satanique panique est une théorie du complot victorieuse qui a pris racine dans la population, contaminant jusqu'aux autorités, sans aucune justification logique. L'action est toujours disproportionnée par rapport au problème, c'est l'une des caractéristiques clés de la panique morale. Aussi ridicule soit-elle, peu de gens peuvent le voir à l'époque où elle s'exprime. La peur de se voir ostracisé, montré du doigt, est plus grande que la peur de faire de fausses allégations. L'une des raisons pour lesquelles une panique morale s'arrête est que la boucle de rétroaction se brise. Les organes d'information arrêtent simplement de faire des reportages sur le sujet et les gens perdent tout intérêt en passant à autre chose. Ça me rappelle... Non. Les médias sociaux, aujourd'hui, étant la source d'information pour tant de personnes, nous avons une source inépuisable de panique morale pour alimenter la machine, mais nous ne sommes plus en 1983 et nous sommes éduqués et rationnels, n'est-ce pas ? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour le référencement. C'était le narratif, je vous dis à bientôt.